Bonjour et bienvenue sur le podcast Expérientiel. Je suis François Huette, hôtelier de métier avec une expérience internationale de direction d'hôtel. Aujourd'hui, j'accompagne les dirigeants et leurs entreprises à développer le tourisme de demain. Avec le podcast Expérientiel, je vous propose de rencontrer des professionnels du tourisme, mais aussi des personnalités externes à nos métiers qui vont nous inspirer à construire le tourisme de demain ensemble. Un tourisme plus vertueux, guidé par le sens et l'expérience, en lien avec ces territoires. Nous continuons le voyage à la rencontre de Français qui vivent à l'étranger, inspirés par la culture du pays qui les accueille. Nous partons aujourd'hui en Inde, à la découverte d'une dame de cœur. L'humain tient une place essentielle dans tout ce qu'elle fait, crée et vit. Dénicheuse et créatrice d'expériences en développant un tourisme sur la relation humaine, avec comme objectif de valoriser les populations locales, humainement, culturellement et économiquement. Je vous invite à découvrir Véronique, qui nous emmène dans un voyage riche de partage et de solidarité. Bonjour Véronique. Bonjour, namasté, François. Oui, alors tu es en Inde, à New Delhi. Donc, il y a une sacrée distance là. Et puis, on ne va pas revenir sur le sujet, mais le décalage horaire, c'est 4h30, c'est ça? Exact, 4h30. Hein, on ne va pas partir sur le sujet de la demi-heure. On l'a déjà fait dans le passé. Dis-moi, tu es bretonne, au cœur de l'Inde, dénicheuse et créatrice d'expériences, citoyenne du monde, mais ton métier, c'est une agence réceptive, mais tu m'as dit, je ne suis pas une agence réceptive normale ou traditionnelle. Tu peux nous expliquer un peu? Oui, en fait, j'essaye d'aller plus loin que l'agence réceptive traditionnelle qui vend les mêmes produits, qui propose les mêmes choses à tout le monde et qui vont sur les marchés à vouloir vendre au moins cher de moins cher. Ce que j'essaye, c'est d'apporter une vraie valeur ajoutée. De mon expérience avec les clients, j'ai appris et j'ai compris les attentes et ça nous a permis de développer des choses très enrichissantes et très inspirantes pour les voyageurs. Le fait d'avoir eu une expérience avec de nombreuses équipes de télé, Thalassa, Faut pas rêver, Ushuaïa Nature, Sac à dos, Fourchette et Sac à dos, Échappée Belle, tous ces gens-là, ou Terre Inconnue, par exemple, nous ont permis de comprendre les aspirations des voyageurs parce qu'en fait, les voyageurs souhaitent être à la place des animateurs. Et on a vu la progression sur les 20 dernières années de ce que nous ont demandé les sociétés de production, à savoir la place du présentateur, de l'animateur dans l'émission. Et en fait, c'est ce que veulent les voyageurs maintenant. Les voyageurs veulent être à la place de Nicolas Hulot, ils veulent être à la place de Raphaël de Casablanca ou de Lopez ou de leurs invités. Et ils veulent pouvoir vivre des choses similaires, mais strictement personnelles. Et c'est ce que je pense qu'on a réussi à faire et qu'on va poursuivre dans le futur. D'accord. Et quels sont les impacts par rapport à la communauté locale? Alors, les impacts par rapport à la communauté locale sont importants puisque une agence traditionnelle, quand tu pars en excursion, par exemple, va proposer un pique-nique qui va être des paniers repas qui vont venir d'un hôtel 5 étoiles, alors que nous, on ne le voit absolument pas comme ça. Nous, on veut que ça profite pleinement aux populations que l'on va rencontrer et donc le déjeuner va être organisé sur place par une famille qui va donc recevoir un revenu pour l'organisation de ce déjeuner. Alors, si j'estime qu'il y a un risque sanitaire, et je suis quand même ingénieur microbiologiste, j'ai travaillé pendant 10 ans à la tête d'un laboratoire de microbio en France, spécialisé dans l'hygiène alimentaire, donc tout ce qui est tourista, problème d'eau, salmonelle, coliforme fécaux, Escherichia coli, tout ça, ça me parle. Donc, si j'estime peut y avoir un problème d'eau potable, parce que c'est le seul problème que l'on peut rencontrer, je fournis l'eau. Mais dans tous les cas, je veux que l'expérience reste le plus traditionnelle possible, que les repas soient faits localement, parce qu'en plus, ça permet de découvrir une cuisine de terroir avec des expériences et des goûts qui sont complètement différents de ce que l'on va rencontrer dans les hôtels.
on peut avoir cette impression de repas un peu rébarbatif quand on est sur des circuits au Rajasthan, par exemple, alors que dès qu'on est dans des villages, chaque communauté, chaque village va avoir sa propre identité gastronomique. Et donc, on a une vraie richesse de terroir, et ça, on ne peut le faire que si on demande aux personnes de ces villages de nous préparer les repas. Et ça, ce sont des choses extraordinaires, parce qu'en plus, on fait participer les clients, on les met en situation de partage avec nos populations. Donc, les populations sont hyper heureuses de recevoir parce qu'elles se sentent mises en valeur. Ça, c'est très important. Elles, en plus, en reçoivent économiquement, financièrement un revenu. Ça permet de mettre du beurre dans les épinards. Et donc, finalement, tout le monde est content au final. Dis-moi, ça doit être un travail, connaissant la taille, la richesse culturelle et la diversité des Indes, comment tu fais ce travail de recherche justement pour rencontrer les personnes qui vont justement pouvoir mettre le client en situation? Alors, au début, ça a été tout un réseau qui existait déjà du fait que Raghu, qui est mon mari, et donc le directeur de Bibi Voyage, avait depuis déjà un certain nombre d'années, puisque moi j'ai simplement j'ai poursuivi son activité. C'est le maître qui forme l'élève, et moi j'étais l'élève. Je suis toujours l'élève d'ailleurs. Et donc il avait toutes ces connaissances. J'ai apporté après mon œil de touriste, puisque je ne suis pas du tout de formation touristique. Donc je suis arrivée en tant que touriste, avec ses yeux de touriste. Et ensuite, en écoutant les autres touristes, nos voyageurs, c'est là où j'ai pu aller plus loin. Donc, c'est un travail de longue haleine, puisque c'est en fait, on va dire, 30 ans d'expertise et de connaissances sur le terrain. Et puis aussi, de fil en aiguille, il faut savoir que on s'est forgé une réputation locale, et ce sont des personnes qui viennent à nous, des personnes locales, en disant j'ai ça en tête, est-ce que ça vous intéresserait? Et on nous a demandé d'être impliqués comme consultants sur des projets, ou en tout cas donner notre aval. Il y a 2 ans, on est intervenu en sud de l'Inde pour un développement écotourisme qui ne s'est pas fait d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas du tout en alignement et en phase avec ce qui allait pouvoir marcher. Donc le projet n'a pas vu le jour. Mais c'est un travail de fourmi. Mais c'est un travail, on n'est pas tout seul. Nous, on s'appuie sur des centaines et des milliers de personnes à travers l'Inde, le Népal et le Bhoutan. C'est un travail de très, très longue haleine. C'est un travail de fourmi, en fait. Il y a aussi, de ce que tu décris, il y a aussi une relation humaine très importante. De toute façon, mais l'humain est à chaque moment et à chaque instant notre préoccupation, et que ce soit dans la relation avec les agences de voyage, dans la relation avec les voyageurs et dans la relation avec nos prestataires. L'humain, c'est la pierre angulaire de notre profession. Si on passe outre, c'est pour ça que nous ne sommes pas une agence traditionnelle qui allons sur des salons vendre des prestations financièrement le moins cher possible. Non, ça ne fonctionne pas. Pour moi, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Le tourisme humain est un gros facteur de développement. Il y a un potentiel énorme à faire. Il faut qu'on apprenne à revenir à ces valeurs fondamentales de rapport à l'humain, de rapport ce que fait l'homme, ce qu'on a au fond de nous, et pas uniquement penser au fric. Regarde, il y a autre chose dans la vie. Donc, est-ce que là, tu te diriges déjà vers le tourisme de demain, mais déjà aujourd'hui? Le tourisme de demain, c'est un tourisme qu'on a déjà développé. C'est un tourisme. Voilà, le tourisme de demain, pour moi, il existe déjà. C'est ce qu'on fait, et on aura. Voilà, je pense qu'on sera dans notre élément. Ce qui nous manquait, c'était de faire savoir notre savoir-faire. Mais voilà,
je revendique pas un tourisme de demain. Depuis toujours, on a développé et on veut que ce soit vraiment un tourisme envers les gens et que ce soit envers nos populations locales, que ce soit à chaque moment, le chauffeur, le guide, le porteur, le mec qui est en cuisine, la personne qui fait les sols. C'est une chaîne et à chaque moment, les agences de voyage, à chaque instant, on a une relation humaine qui existe et on doit cultiver cette relation. C'est le tourisme, un tourisme fric, ça ne peut pas fonctionner. Dis-moi, en Inde, la concurrence doit être assez importante. Elle est très, très importante. Et il y a des gros dinosaures qui sont là, etc. Comment justement tu as réussi à faire savoir ton savoir-faire? Ça n'a pas été simple, ça a même été très compliqué. Il y a un dinosaure qui vient de tomber le week-end dernier. Il est justement en prison. Ça fait du bien de voir que finalement, après avoir tant d'années fait de dumping sur le marché français, ils se retrouvent poursuivis pour blanchiment d'argent. Et en fait, on a toujours pris le parti depuis le début, depuis 20 ans qu'on est en Inde, de ne pas faire ce que faisaient les autres, de façon à justement avoir notre propre identité. Et notre identité, c'était surtout, on est capable de faire ce que font les autres, ce n'est pas le problème, mais surtout d'aller plus loin et de faire ce que ne font pas les autres. Et ça, c'est important. Ou de ne pas cautionner le tourisme de masse. Au Kerala, par exemple, il y a les houseboats. Pour moi, les houseboats, c'est une catastrophe dans le développement des backwaters. Ça fait 10 ans que je refuse de vendre un houseboat. Et quand j'explique que je refuse de vendre un houseboat, j'ai toute une présentation qui explique le pourquoi. Et à 99%, je ne vends pas de houseboat. Je fais la vente. Mais pourquoi alors? Mais parce que ça a détruit tout l'environnement, ça a détruit l'écosystème, ça a détruit. C'est pas normal. Quand j'ai connu la houseboat, c'était un houseboat traditionnel, il n'y avait pas de climatisation, tous les mobiliers étaient en rotin, c'était hyper traditionnel, on passait les écluses. Maintenant, tu vas sur un houseboat, c'est le summum du luxe avec le jacuzzi, avec la climatisation, tu es enfermé. C'est comme un hôtel 5 étoiles. D'accord. C'est pas C'est un mini bateau de croisière flottant. Voilà, c'est un mini bateau de croisière avec la télé, le système musique pour faire Bollywood toute la soirée. On est dans un environnement à 99% d'humidité avec des fauteuils en cuir. Non mais attends, on redescend sur Terre. Il faut qu'on soit en phase avec l'environnement. Bien sûr, bien sûr. Je suis entièrement C'est d'accord. vrai qu'on peut avoir un inconfort par rapport à l'humidité quand on est dans les backwaters. C'est-à-dire que toute la journée, il y a un vent qui est particulièrement agréable, le bateau est en mouvement, donc on ne sent pas cette humidité. Et lorsqu'on s'arrête le soir, puisqu'à partir de 6 heures, les backwaters doivent être… on donne la priorité aux pêcheurs et donc tout mouvement est interdit et on doit être à quai pour passer la soirée. Et donc, c'est vrai que le taux d'humidité avec la chaleur peut être inconfortable. Mais il y a tellement d'autres moyens avec quelques ventilateurs, avec les recharges solaires que l'on a pu faire sur la journée avec des panneaux voltaïques sur le toit. Pourquoi avoir besoin de mettre 3 clims, 4 générateurs qui consomment du gazole qui se répandent ensuite dans les lagunes. Et puis, il faut voir les déchets. La gestion des déchets, c'est une catastrophe. C'est là où des fois, je trouve que la définition du luxe, elle doit, à mon avis, elle évolue, mais elle doit encore évoluer. C'est-à-dire que c'est plus justement… Pour moi, le luxe, ce n'est pas d'avoir un jacuzzi, d'avoir une clim. Le luxe, c'est surtout de faire surtout ce que les autres ne font pas. Exactement. Le luxe,
et d'être dans un environnement préservé et de vivre un moment de waouh, je suis là tout seul, même si c'est avec un sac à dos et un sac de couchage. Oui, donc je racontais que l'année dernière, on est monté sur une expédition pendant 18 jours avec un petit garçon tétraplégique et 2 personnes non-voyantes. Et le luxe, c'était de profiter de cette nature exubérante dans l'Himalaya, de faire l'effort de 8 heures de trek et, euh, et, et- et de vivre le moment d'amener ces personnes en situation de handicap à se surpasser. Et c'était un moment formidable. Mais c'est un luxe, pour eux, c'était un luxe. Mais pour moi, c'était quelque chose de génial parce que c'était aussi le luxe de se dire, je l'ai fait. Eh oui. C'est le challenge. Donc le luxe est personnel en fait. Ouais. C'est la barre que l'on se met. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Dis-moi, tu es membre active de l'association Respire, le tourisme de demain. Il Et, y a un livre blanc qui a été publié auquel tu as participé. Et tu as participé sur le sujet les nouvelles mobilités. Est-ce que tu peux nous en dire plus? alors, j'ai rejoint Respire au tout début. Et puis, effectivement, il y a eu la proposition de former des groupes de travail. Et c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Donc, ça m'a été un sujet qui a été imposé par le CA. Et au début, je me suis dit, pouf, 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 qu'est-ce que je vais bien trouver là. Et la définition étant, il n'est pas question de monter un moyen de transport contre l'autre. Puis voilà, tu te débrouilles. Et en fait, j'ai réussi à former une équipe et trouver un angle d'attaque, puisqu'en fait, le fait d'être en Inde, il était hors de question que je, je dégomme complètement l'avion. Je ne me voyais pas commencer à dire, ah bah voilà, les nouvelles mobilités, c'est tout train, on ne fait plus de voyage en avion. Ça me semblait impossible. Sinon, il n'y avait plus de tourisme. Hein. Sinon, on reste chez nous. Et surtout que le digital est un gros consommateur. Et donc, en fait, au fur et à mesure de la constitution du groupe, tout le monde s'est retrouvé, tout le monde a amené sa pierre à l'édifice. Et on a travaillé sur le low carbone, on a travaillé sur le MAS, on a travaillé sur plein de choses. Et ça a été quelque chose de très, très enrichissant. Et je remercie le comité d'administration de m'avoir imposé le sujet. Parce que, en fait, quand on se retrouve confronté à un sujet que l'on n'avait pas envie, on doit dépasser. On doit se dépasser. Et en fait, ce dépassement du sujet m'a apporté énormément et je me suis vraiment éclatée. Et ça a été en plus un gros soutien de se rencontrer, de travailler, de mettre sa tête sur autre chose pour passer la phase, pour passer toute cette situation de Covid, toute cette situation de travail à l'arrêt. Cette situation aussi en Inde qui est compliquée puisque nous n'avons strictement aucune aide. Donc, c'est une situation de 9 mois où j'ai l'impression de voir le bout du tunnel, mais en tout cas, j'étais super contente d'avoir tous les membres actifs de Respire, parce que voilà, quand j'avais un coup de mou, on arrive à trouver quelqu'un qui nous remonte le moral et ça fait du bien. Et puis j'ai retrouvé des gens que je connaissais ou où on s'était croisés. Et donc, on s'est formé une grande famille Respire. Dis-moi, pour donner envie à toutes ces personnes qui nous écoutent de lire justement ce livre blanc qui est un superbe document, quel est le plus grand apprentissage que tu as retenu justement de ce travail sur les nouvelles mobilités? C'est surtout la partie faisabilité de former un groupe
de personnes que je ne connais pas ou peu, et de réussir à avoir cette force de travail via le digital sans aucune réunion en présentiel. Au point que c'est ce que je suis en train de mettre à titre personnel et professionnel, puisque certains outils que j'ai découverts pendant l'élaboration de tout ce travail avec Respire, je vais les utiliser au quotidien dans ma future vie digitale, puisque je serai basée à 2500 km de mon équipe. Et donc, en fait, au-delà du sujet même, c'est tout un mode de travail, un mode de fonctionnement auquel j'avais pensé, mais je n'avais jamais été confrontée et j'avais certaines réticences à me dire il faut que je saute le pas et ça va fonctionner. Tandis que là, ça a été vraiment, on a fait un travail de fou, puisque le rapport fait 63 pages avec une quantité de documents pertinents et exceptionnels que l'on a donnés à la Respirothèque, avec des gens d'horizons totalement différents, que je connaissais ou que je ne connaissais pas, avec des outils comme un groupe sur Facebook, Slack, des réunions en visio, Zoom ou pas Zoom, ou en salon sur Messenger. En tout cas, l'utilisation des outils digitales ça a été vraiment un apprentissage de tous les jours et de se rendre compte que tout est possible en digital sans se rencontrer. Après, il y a une envie de se rencontrer maintenant parce qu'on a fait un truc de fou et donc on a forcément envie de se rencontrer. Mais ça a été surtout cet apprentissage, plus que les discussions sur le compensé carbone. Enfin, il y a forcément un enrichissement, mais au-delà de ça, c'est toute cette partie technique, cet apprentissage digital qui a été vraiment le grand point que j'ai découvert au niveau de Respire. Très bien. Dis-moi, tout à l'heure, tu parlais des difficultés suite à cette crise sanitaire, etc. C'est vrai qu'on vit tous ça, chacun de manière différente, mais c'est facile pour personne. Mais malgré tout, qu'est-ce qui te met en joie le matin? Alors, ce qui me met en joie le matin, c'est que je vais être SDF dans 7 jours. C'est-à-dire que lorsque vous allez à la diffusion, je serai déjà SDF depuis 10 jours. Mais je serai pas Alors, je serai SDF sans domicile fixe, c'est sûr. Puisqu'en fait, la phase que nous venons de vivre m'a obligée à vendre la maison. Alors, la maison, c'était 4 étages, bureau, 5 chambres d'hôtes pour les voyageurs. Donc, c'était vraiment un outil de travail tout en étant notre résidence personnelle. Donc, la vente de la maison. Et en même temps, ça devient maintenant un moment de joie. Et ça n'a pas été tout le temps le cas sur les 9 mois qu'on vient de passer, mais nous avons réussi à acter une décision que l'on souhaitait, qui était sous-jacente, mais que l'on n'arrivait pas à prendre. Et donc, le confinement, la situation que nous vivons nous a permis d'acter ce changement de vie et de savoir que voilà, je vais prendre la voiture dans 8 jours, je vais faire Delhi, le sud de l'Inde, en voiture pour m'installer dans le sud où je ne sais pas comment, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que le déménagement est parti avant-hier. J'ai quelques points de chute. J'ai un chauffeur Kirale avec lequel on travaille depuis 15 ans qui vient me chercher. Mais c'est encore le flou et en même temps, c'est génial parce que c'est ça l'aventure. Et c'est ça qui me motive et c'est les challenges qui arrivent avec plein de projets, avec une communauté de femmes qui m'attend, avec plein de personnes qui se disent « ça y est, Véro arrive, on va faire des trucs géniaux avec elle parce que
Elle va refaire ma déco. Enfin, et ça, c'est top. Ça, c'est génial. Super, super. Dis-moi, New Delhi, Kerala, en voiture, c'est combien de temps? 5 jours. 5 jours. On parle plus d'heures, on parle de jours. Okay. Super. Dis-moi. En fait, je suis obligée de descendre en voiture parce que j'ai sorti une chienne de la rue il y a 5 ans et je ne peux pas me résoudre à la laisser derrière moi. Donc, mes enfants ont quitté le nid, mais voilà, je ne peux pas me résoudre à laisser la chienne. Il y a une famille qui serait prête à la prendre, mais non. Voilà, je préfère faire l'exercice de la prendre avec moi et de passer 5 jours avec les difficultés que ça va représenter pour l'amener avec moi et qu'elle puisse voir autre chose. Je te rejoins complètement. Je veux dire, nous, on a un chien ici aussi. C'est un membre de la famille à part entière. Voilà. Surtout que, en fait, on l'a adapté avec mon second fils qui était à 6 mois de partir en Angleterre et donc il est hors de question que je la lâche maintenant. Et maintenant, on va arriver à la fin de l'année. Comment tu vois 2021? Ah bah de toute façon, ça ne peut pas être pire que 2020. Faut espérer au moins. Hein. Ah bah ouais, enfin en tout cas personnellement, de toute façon c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. J'ai du mal à fermer la précédente, mais voilà, il restera. Après, toutes ces expériences, elles sont acquises. Hein, donc, je pars avec un bagage d'expérience, de vécu et de souvenirs. Et je m'ouvre une grande page blanche d'un livre blanc, justement, qui me reste à écrire. Et ben voilà, je vais m'y atteler avec le cœur léger, avec voilà, la volonté de vivre chaque moment un par un, à fond. Écoute, Véronique, je tiens à te remercier pour ce moment qu'on a passé ensemble. Je te souhaite, moi, une année 2021 joyeuse. Tu devrais marquer bretonne au cœur de l'Inde, dénicheuse et créatrice d'expérience, citoyenne du monde, mais aussi femme de cœur, dame de cœur. Merci beaucoup. Je vais peut-être changer Je vais peut-être rajouter cela au profil alors. En tout cas, François, ça a été un vrai plaisir. J'espère que ce sera également un plaisir pour tous les auditeurs. Je tiens à vous souhaiter de joyeuses fêtes. Profitez-en et puis souhaitez-vous tout ce qui peut être mieux pour 2021. Merci beaucoup, Véronique. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour votre activité. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. N'hésitez pas aussi à partager dans votre réseau et je vous dis à très bientôt.